J'étais au fond du trou, tout partait à volo. Au bord de la falaise, prêt à me pendre les veines sous le métro. J'avais fait le tour de rien, j'étais revenu de tout. Je croyais plus en rien, je marinais dans le flou. Je suis allé chez mon psy, le PMU du coin. Un disciple de Lacan qui parle mandarin. J'ai rencontré un crack, une pointure, une tête. Zamora à la steak, chaman à gif sur Yvette. Il m'a dit mec, prends un gratte, mise tout sur le 4. Le reste on s'en balèque. La vie c'est simple, c'est banco sur l'arête. Il suffit de respecter les 4 accords Toltec. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Marie. Et bien voilà, je te retrouve pour la deuxième vidéo, suite à la première qu'on a faite autour de la guérison du cœur. Et aujourd'hui, la vidéo va être consacrée plutôt à comment trouver la liberté personnelle, et donc toujours à travers les accords Toltec. Et la première question qui me vient comme ça, c'est qu'est-ce que tu entends par être libre ? De quelle liberté parles-tu ? Est-ce que tu parles du libre arbitre ? Je parle de la liberté du point de vue Toltec. D'accord. Alors, qu'est-ce que la liberté du point de vue Toltec ? Ben, ça se résume en 3 mots. Oui ou non. Je donne mon accord ou pas. D'accord. C'est la seule liberté qui vaille. Alors, c'est la liberté personnelle dont il est question dans le livre Les 4 accords Toltec, la voie, sous-titrée La voie de la liberté personnelle, souvenez-vous. Et la liberté, c'est en fait s'affranchir, se libérer des accords que conclut bon gré, mal gré dans notre enfance, dans notre passé. Se libérer de ces accords, les briser, les rompre, se dédomestiquer, on avait parlé la dernière fois de la domestication, pour conclure de nouveaux accords conscients, choisis, qui sont les accords Toltec, mais qui sont aussi tous les accords personnels que l'on peut conclure à compter de ce moment, de cet instant. Voilà, je conclus un nouvel accord qui est ceci ou cela, d'être au bon endroit avec des bonnes personnes. Voilà. Et en fait, ce système-là de donner son accord ou de ne pas donner son accord, de conclure de nouveaux accords ou de rompre des accords anciens, permet en fait sur notre chemin de faire le point régulièrement là où j'en suis. C'est ça la liberté. Après, ça c'est la liberté, je dirais, à l'intérieur, la liberté de conscience entre soi et soi. Après, il y a une liberté à l'extérieur là sur laquelle nous n'avons pas le même pouvoir, la même prise. Les circonstances extérieures, c'est évident que si on est privé de liberté à l'extérieur, ben, on en a fait un peu l'expérience plus ou moins pendant les années Covid, voilà, des restrictions, des limitations, mais à l'intérieur, il y a toujours cette possibilité, cette liberté du oui ou non. Ok, alors je vais venir te titiller un petit peu, parce que moi je suis une titilleuse, une emmerdeuse même des fois, mais c'est parce que quand tu viens parler, une emmerdeuse même des fois. Très bien. Mais ça permet de clarifier les choses aussi. Alors, dans le oui ou non. Alors, moi, je définis le monde de la dualité, et donc le cerveau crânien qui fonctionne en termes de oui ou. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on est amené, tel que tu le disais tout à l'heure, où tu parlais de diabolique qui sépare, on est dans le ou. Pour moi, dès lors qu'on est dans la voie du cœur, on vient introduire le et. Et que pour moi, être libre, c'est oui et non. Parce que, en fait, simultanément, au même moment où tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Et que ce oui et non, il se joue intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire que dès lors que je dis oui à quelque chose d'extérieur à moi, je dis non à quelque chose d'intérieur. Ou quand je dis oui à quelque chose d'intérieur, ça va faire non à l'extérieur, en fait. Et il y a vraiment cette interaction. Et que pour moi, c'est pas quelque chose qui dit oui ou non. Puis très souvent, c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'il y a des parts de moi qui vont dire oui, il y a des parts de moi qui vont dire non. Et tout ça, ça se jongle. Et c'est comment entrer dans la coopération, finalement, entre ces différentes parts, celles qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non, enfin, etc. Et que la liberté, c'est aussi ce jeu de coopération intérieure et qui permet de tisser du lien entre différentes parts qui pourraient avant se faire la guerre, oui ou non, c'est-à-dire qu'il faut que les choses, c'est ou comme ça, pour entrer dans le oui et non. Absolument. Absolument. Oui, et
slash, tiret et non, les deux. Les deux. Parfois, c'est clair, c'est oui ou non. C'est très tranché dans une dualité dont tu parles, voilà, une séparation, une partition, c'est oui ou non. Bon, voilà. C'est évident, oui ou non. Voilà. Tu veux la glace ou tu la veux pas? Oui, non, c'est simple. Et parfois, c'est oui et non, c'est-à-dire c'est plus subtil, absolument. Dans la voie Toltec, tout fonctionne par paire d'opposés complémentaires. La philosophie Toltec repose sur un dualisme dynamique. Il y a une dualité, mais ce n'est pas une dualité d'opposés séparatistes, antagonistes qui sont en guerre. Il viendrait à personne, il viendrait à l'idée de personne de penser que la Lune et le Soleil sont en guerre. Ouais, c'est ça. Pourtant, nous voyons sur cette terre que parfois l'homme et la femme sont en guerre. Mais le masculin et le féminin, dans la création, dans l'énergie, ne sont pas en guerre. Mais ils sont opposés, mais ils sont complémentaires en fait. C'est le yin et le yang, c'est l'histoire. Ce n'est donc pas, et comme beaucoup de spiritualité, hein, d'ailleurs, hein, ce n'est donc pas une approche dissociative, mais une approche intégrative. Intégrative et inclusive et horizontale. C'est une voie d'immanence et non de transcendance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transcendance. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas vers le ciel, le Père, le Créateur, mais on ne passe pas son temps à ça et ce n'est pas forcément c'est pas le plus important où il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans les grandes voies spirituelles qui ont donné naissance aux religions, il y a je dirais qu'il y a un primat ou une supériorité de l'esprit sur la matière. Ce qui existe aussi dans des voies comme la voie Toltec, des chamanismes aussi, qui sont des voies horizontales. Je vais emprunter à Paul de Grise, qui est un auteur français qui a fait une relecture en français de l'œuvre de Castaneda. J'aime beaucoup ce monsieur, que j'ai rencontré une paire de fois, et qui dit « Le chamanisme est la mère de toutes les religions, sans être elle-même une religion ». Voilà, c'est vraiment immanent, c'est l'horizontalité, c'est la nature. On fait d'abord avec ce qui est là. Mais bien sûr que le monde d'en haut, les mondes spirituels, quand on fait des voyages chamaniques, on va dans les royaumes chamaniques qui appartiennent à l'astral supérieur. Donc on est déjà un peu loin dans les étages du ciel, en fait. Mais ce n'est pas du tout une voie transcendante qui considère que l'esprit est supérieur à la matière. L'esprit et la matière œuvrent de concert ensemble. Ce dualisme dynamique, on pourrait... Ce qui me paraît logique, puisqu'on est quand même dans un processus d'incarnation, donc sans la matière... Oui, c'est-à-dire c'est incarner le tonal et le nagual, les mondes de l'état de conscience ordinaire dont nous avons besoin pour fonctionner, pour payer notre loyer, nos factures, les pieds sur terre, être fonctionnel et rationnel, et le monde du nagual, le monde spirituel, le monde de l'invisible, de l'inconnu, où on va chercher des ressources qu'on ramène justement pour nourrir notre vie quotidienne avec ces deux états de conscience qui ne sont pas forcément au même moment. Et c'est comme un aller-retour entre tel lieu et tel lieu, et d'incarner ça au sein de notre vie, dans le monde tel qu'il est. C'est pour ça que, pour ma part, après avoir emprunté des voies plus de transcendance, le christianisme ou des voies orientales comme le bouddhisme ou l'hindouisme, avoir cherché, le chamanisme s'est invité dans ma vie. Moi, je rejetais le chamanisme jadis. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'associais ça à de la sorcellerie. Et puis surtout, je n'avais pas rencontré les bonnes personnes compétentes qui m'ont inspiré pour aller. Et en fait, ça s'est invité dans ma vie de manière assez... je me suis laissé un peu cueillir par surprise par des livres, des rencontres. Et je faisais du chamanisme sans le savoir. Et puis, voilà, j'ai fait ma première école, mes premières initiations. Et j'ai tout de suite senti là une voie qui me correspondait, une voie de la nature, une voie où j'étais en correspondance et en connexion avec l'esprit de la nature.
Et où ça me permet… C'est intéressant ce que tu dis parce que je me permets de rebondir un petit peu. C'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, et même tout processus identitaire des êtres humains, enfin des individus, s'inscrit dans la dimension de la culture et que la culture, c'est séparé de la nature. C'est-à-dire qu'en gros, on a deux grandes fonctions parentales qui s'incarnent à travers nos lois, qui sont la fonction père, qui est la fonction verticale, et la fonction mère, qui est fonction horizontale, mais qui sont toutes les deux incarnées par la culture. Or, notre fonction mère, c'est la nature. C'est-à-dire que si la fonction père, elle vient incarner sur un plan de réalité la dimension de la culture, pour incarner véritablement notre humanité et notre liberté souveraine, en fait, il s'agit vraiment d'incarner l'axe de la culture et l'axe de la nature, c'est-à-dire se reconnecter avec la nature, en fait. Oui, et d'ailleurs, tu fais ce geste de l'horizontal et du vertical qui se croisent, qui se rencontrent, la croix hein, chez les chrétiens. Justement, les deux, pas les opposer, là aussi, de manière antagoniste, mais complémentaire. De la nature naît une culture. Nous avons, je veux dire, chaque peuple de partout. La culture n'est pas en guerre contre la nature. Ça c'est plutôt notre civilisation européenne, occidentale, le christianisme aussi, les grandes religions qui soumettent la nature, qui la dominent. Dieu est bien plus. Voilà, ce qui est complètement étranger aux cultures de ces gens. Nous connaissons tous les deux Tchurla, une de mes enseignantes de Bolivie. Les Aymara aussi, c'est des voies d'horizontalité. Et vraiment, la voie du cœur aussi, c'est l'horizontalité. La puissance du cœur, elle est féminine. Hein. La puissance de l'esprit est masculine. Pourquoi opposer les deux? Les deux se rencontrent. Non, bien sûr, il est hors de question d'opposer les deux. En tout cas, ce n'est pas mon propos. L'idée, c'est d'avoir une approche intégrative et de permettre effectivement, non seulement c'est intégratif, mais après, selon les plans de réalité sur lesquels on raisonne, on va employer un certain langage ou un autre, etc. Mais je veux dire, il n'y a rien sur cette terre qui n'est pas sa raison d'être, qui ne sert à rien dans notre corps. Je veux dire, parce que je fais des liens tout de suite, parce que tout à l'heure on parlait de mental, etc. On a vite fait dans une forme de spiritualité un petit peu new age, de dire tout ce qui appartient au mental, c'est mauvais, il faut se séparer, c'est pas bon, alors qu'en fait, sans mental, on n'a plus d'ego, on n'a plus de structure, on n'est plus incarné, quoi. Et pour voyager dans les royaumes chamaniques, pour des pratiques spirituelles dans le chamanisme, on a besoin de la force mentale pour nous diriger. Mais exactement comme on en a besoin quand on prend une carte pour savoir où on va. Exactement. Donc, tous les jours, on a besoin de son mental pour pouvoir ne serait-ce que parler, communiquer. Donc, sans mental, on est fou quelque part. On s'ouvre à la psychose, à la schizophrénie, etc. Hein. Et sans cœur, on s'ouvre à la déshumanisation, c'est-à-dire qu'on fonctionne dans des logiques de survie. Donc, les deux sont incontournables. Il s'agit vraiment d'avoir une approche de la dualité intégrative, d'associer les choses, de les mettre en complément, comme tu dis, et en interaction. Oui, et on retrouve cette possibilité à travers le code des 4 et du 5e accord qui dit « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter » sur le pouvoir du doute, et qui est vraiment un accord qui part de notre psyché, de l'âme. C'est-à-dire qu'on a marché les 4 premiers, fort de cela. Alors, quand on en parlait dans l'émission précédente, quand on a marché les 4 premiers, le parasite en nous, c'est-à-dire la voix qui part de notre tête, qui est la résultante de la domestication de l'enfance, de l'adolescence, etc., du passé, de notre histoire passée, dont on s'affranchit grâce aux accords, eh bien, elle a beaucoup perdu de pouvoir. Elle a perdu du terrain. C'est-à-dire que lorsque vous faites vraiment de votre mieux, toujours de votre mieux pour pratiquer ces 4 accords, vous avez grandi en liberté personnelle, vous avez grandi en pouvoir personnel. Je rappelle les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Pour revenir à ta question initiale, au thème de l'émission, être libre, c'est quoi? Du point de vue Toltec, c'est oui ou non et non. Voilà. C'est le seul pouvoir. Ça permet de relativiser, de mettre aussi les choses. La liberté, on l'a vu, en 2021, c'est une question qui a été centrale par rapport à l'actualité politique, etc. La question de la liberté. La liberté, c'est quoi? Où ça commence? Où ça s'arrête? Liberté extérieure, liberté intérieure.
À la fin du quatrième accord, mais ne me croyez pas, pratiquez-le et vérifiez, normalement, vous avez beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de pouvoir, vous avez récupéré de l'énergie. Le parasite en a moins, et donc vous pouvez mettre cette énergie au service de votre créativité, de votre projet personnel, de vos changements de vie, nourrir vos intentions. Et on arrive au cinquième qui dit « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Ne prenez plus pour argent comptant, ne prenez plus rien pour argent comptant, le pouvoir du doute, chez chaque être humain qui est un artiste de l'esprit, et qui, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que sa parole est déformée, car force est de constater que la plupart des êtres humains n'ont pas une parole impeccable. C'est sûr. Et comme ils déforment la réalité par la parole, parce qu'ils ne sont pas impeccables dans leur intention, eh bien, ne les croyez pas. Ce n'est pas la vérité, c'est leur point de vue. Et apprenez à les écouter pour voir si le message, les mots utilisés, qui sont des symboles, coïncident avec leur intention. Donc, ça invite à développer une écoute subtile, une écoute active, je dirais, Rogers, une écoute fine. Demandez parfois de reformuler. Est-ce que ce que me dit l'autre, dans son intention, coïncide avec son message verbal, avec sa parole, avec le langage articulé des humains? Voilà. Ça permet d'apprendre aussi le respect, qui est une forme d'amour. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Je ne crois pas une seule de tes paroles. C'est ton rêve, ta projection, ton point de vue, mais je te respecte en tant qu'être humain parce que chaque être humain a le droit de vivre et d'exprimer son point de vue. Toute opinion est sacrée. C'est une des paroles qu'on trouve dans, je ne sais plus si c'est dans le Coran ou les commentaires du Coran, les hadiths. Certains feraient bien s'en souvenir. Toute opinion est sacrée. Alors, c'est compliqué parce que ça vient nous chercher à l'endroit qu'on appelle la tolérance, en fait. Et on est plus ou moins tolérant. Alors, dans l'époque actuelle, c'est très intéressant de pratiquer ça parce qu'il y a beaucoup de folie. L'année dernière, il y a eu une sorte de crise de nerfs généralisée. Et c'est compliqué de pouvoir parler, s'écouter, et juste partager les points de vue qui ne sont pas les mêmes. Et c'est aussi une invitation à aller, c'est aussi gagner en liberté, grandir en liberté, cette capacité à écouter. Oui, est-ce que tu acceptes de m'écouter et est-ce que tu peux juste écouter sans forcément commenter Et alors, écouter, c'est un art, c'est un apprentissage. Ça nécessite, écouter, de faire taire la voix qui parle dans ma tête. Sinon, je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas entendre l'autre parce que j'ai un parasitage. Mais je trouve ça fondamental ce que tu dis là, parce que effectivement, moi, je vois bien que dans le modèle classique de communication, on est souvent dans la réaction, c'est-à-dire qu'on entend quelque chose. Finalement, on peut s'apercevoir que le langage aujourd'hui, il est complètement galvaudé, qu'on devrait presque communiquer avec des dictionnaires à la main. Est-ce que la définition que toi, tu vas mettre derrière un mot et que moi, je vais mettre derrière un autre, c'est pas la même. Et que si on ne prend pas le soin d'aller vérifier auprès de l'autre ce que tu es en train ce que tu es en train de dire, voilà ce que j'entends, voilà ce que ça me fait, j'ai pas compris, ou est-ce que tu peux préciser, enfin vraiment d'aller vérifier. Ouais. Et parce que sinon, après, on fait des guerres avec des mots. Je veux dire, c'est l'histoire de l'humanité. On a toujours fait des guerres avec des mots, en fait, parce que et que parfois, très souvent, quand on commence à aller vérifier ce que l'autre dit, eh ben, on s'aperçoit qu'on est bien souvent plus d'accord qu'on pourrait l'estimer. Et parfois, on se dit, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, simplement parce qu'à un moment donné, l'autre, il va employer des mots qui ne sont pas les tiens. Mais quand tu commences à t'accorder sur les mots, sur la définition des mots, et qu'on arrive à trouver un langage commun, eh bien, on s'aperçoit qu'on est en accord bien plus souvent qu'on ne le croit, en fait. Absolument, d'où l'importance, ça rejoint l'enseignement du premier accord, de choisir ses mots avec soin. Voilà. Et merci pour le dictionnaire qui devrait être notre meilleur ami. Allez-y, pourquoi ce mot vous dérange? Allez le voir de plus près. Regarde, est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est l'étymologie, la racine?
pourquoi il y a des mots avec lesquels on est amis, ça goûte bon, comme ils disent au Canada. Pourquoi d'autres? Allez voir ça de près, allez voir. Peut-être vous réconcilier avec tel ou tel mot que vous n'employez pas. Il y a tellement de guerre des mots, et tu as raison, ce sont des symboles. Et les êtres humains tuent pour des symboles. Parce que La liberté, la sécurité, le drapeau, la justice, la nation, voilà, qu'on personnifie parfois, mais les symboles ont leur importance. Voilà, les Toltecs, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, touche pas à moi. C'est pour ça que Miguel a enlevé, a débarrassé un peu de cette symbologie. Non oui, pas. mais Voilà. non, Parce que ça peut nous amener, pardon, ce fanatisme, ça peut nous amener à cette guerre dont tu parles. oui, mais c'est parce qu'en fait, il s'agit vraiment de se rappeler que le mot chien ne mord pas et que parfois, il y a des mots qui vont nous faire réagir parce que c'est associé à des choses émotionnelles. Mais dès lors qu'on commence à mettre de la conscience sur ces mécanismes et qu'on prend le temps d'aller vérifier pour le coup chez l'autre et forcément en soi, ben, parfois, ça nous fait faire des liens et ça nous permet de comprendre pourquoi on est accroché à ce mot-là et pourquoi nous, c'est pas celui-là qu'on va employer, mais plutôt un autre. Et du coup, en fait, dès lors qu'on commence à faire du lien avec soi, ben forcément, on fait du lien avec l'autre. Et quel mot auquel on donne notre accord? Ça, c'est intéressant. Regardez comment aussi la langue est utilisée comme un instrument de pouvoir, de manipulation, d'influence, en tout cas, d'orientation de nos comportements, de nos pensées. Bon, de toute façon, c'est le langage de la publicité, c'est le langage de la propagande. C'est assez connu que un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Bon, quand je rappelle qui a dit ça, ça fait froid dans le dos. C'était Goebbels, le chef de la propagande du Troisième Reich, de l'Allemagne hitlérienne. Donc, ça fonctionne très bien. Les publicitaires l'ont compris, le matraquage. Mais il faut que des gens croient à un mensonge pour qu'il existe, alors que la vérité n'a pas besoin d'être défendue, du point de vue Toltec. Et je n'ai pas besoin de croire à la vérité. Non. Je n'ai pas besoin de croire que tu es là en face de moi et que nous avons cet échange passionnant, cette interaction. Ouais. En revanche, si je dis que c'est faux, il va falloir que je mette beaucoup d'énergie, que je déploie beaucoup d'énergie et que beaucoup de gens croient à ce mensonge, cette vérité virtuelle. Et ça, c'est un point de vue important dans la voie Toltec. C'est ce conflit qui a éclaté dans l'esprit humain entre la vérité et les mensonges. Voilà, c'est le vrai et le faux. C'est pas du tout chez les Amérindiens le bien et le mal. Chez nous, Européens, Occidentaux, c'est le bien et le mal, c'est la morale. Voilà. Chez eux, c'est le vrai et le faux. Et ça revient à, justement, avec ce cinquième accord, le pouvoir des symboles, peut-être parfois tout simplement demander à l'autre, mais est-ce que vérifier, est-ce que c'est bien de ça dont tu parles? C'est ce que tu disais. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le sens de ce mot? Parfois, il y a de grands malentendus, des conflits, des tensions à cause de tel ou tel mot. Et donc, d'apprendre à écouter pour juste voir si ce que dit l'autre, ça coïncide avec son intention. Dans ce cas, il est impeccable. Et ça se passe là dans un échange fluide, simple, de cœur à cœur. Voilà. Mais encore faut-il vraiment écouter. Pour écouter, ça nécessite, ça ne parle pas dans ma tête. Ah, excuse-moi, là, qu'est-ce que tu as dit? J'étais pas là. Je regardais mon téléphone, je pensais à ce que j'allais manger ce soir ou je pensais à autre chose. Écouter, c'est être vide, un réceptacle. Voilà. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter pour entendre le sens du message véritable au-delà des mots. Parfois, j'écoute et j'ai rien à dire. C'est tout. J'écoute respectueusement et j'ai pas forcément envie de répondre. Après, on peut aller loin aussi dans cette dimension d'écoute parce que parfois, c'est effectivement la personne a juste besoin d'être écoutée, elle n'a pas besoin de conseils. Donc, c'est aussi demander mais qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, parce que cette fois-ci, tu as pu parler de vrai et de faux, parce qu'en fait, une chose est vraie et fausse en même temps, c'est-à-dire d'où je parle, dans quel contexte je parle, c'est recontextualiser les événements parce que ça peut être vrai dans ce contexte-là et faux dans ce contexte-là. Vrai sur ce plan de conscience-là et faux sur ce plan de conscience-là. Hein, je veux dire, quand on parle de conscience duelle ou de conscience unifiée, on n'est pas sur les mêmes plans et sur un plan, ça va être faux, sur un autre, ça va être vrai. Enfin, bon, c'est toujours recontextualiser les choses, en fait. Absolument, absolument. Et
de vérifier, de poser des questions s'il y a des zones d'ombre. Je dirais aussi qu'en pratiquant ces accords, on gagne en pouvoir personnel et donc en énergie. On récupère de l'énergie, on récupère de la santé. La santé n'étant pas seulement l'absence de maladie, mais une optimisation dans les différents domaines de notre vie, spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, physique et psychique, et de voir comment, dans les différents domaines professionnels, familial, intérieur, etc., de regarder ça, de faire un peu une sorte de roue de la vie, regarder les différents domaines de notre vie. Et lorsqu'on récupère de l'énergie, euh, on récupère une capacité, on grandit en liberté intérieure, cette capacité d'oser dire, par exemple, ce que nous pensons. Combien d'entre vous osent dire ce que vous pensez vraiment, en toute liberté, sans peur du regard d'autrui, en étant libre, en n'en faisant pas une affaire personnelle, mais sachant que, est-ce que c'est le bon moment pour le dire, c'est ce que tu viens de dire, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que la personne est prête à l'entendre, est-ce qu'elle est disposée, est-ce que moi, je suis dans les bonnes conditions pour pouvoir le dire, ça c'est au juger et au sentir de chacun. Voilà. Mais quand je constate que beaucoup, sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre liberté intérieure à dire ce que vous pensez? Ça peut être intéressant comme inventaire personnel. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la gorge, il y a beaucoup de mémoire collective, de peur. Si je parle, si je dis ce que je pense, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Il y a beaucoup de mémoire collective. C'est un endroit où on a égorgé, étouffé, décapité, guillotiné, etc. Donc, si tu parles, je te tue, quoi. Il y a Je toutes ces suis mémoires-là. complotiste. Dès que je parle, je m'exprime, je suis traitée de complotiste. Complotiste, voilà, les mots, complotiste, covidiste, voilà, etc. Je veux dire, progressiste, etc., tout ce que tu veux. Alors, ça, c'est très intéressant. Tous ces mots, voilà. L'année dernière, on a eu droit à tout un vocabulaire militaire, guerre, Ouais. euh, couvre-feu, task force, etc. Oula, on se calme, hein. Moi, j'ai toujours refusé. Moi, je parlais du confinement nocturne. Je refuse, par exemple, je ne donne pas mon accord. Ça, c'est ma liberté, mon pouvoir personnel. Et donc, ça me permet aussi de parler avec autorité. Parler avec autorité, c'est juste être l'auteur de mes paroles. Donc, le choix des mots, le dictionnaire, est-ce que c'est le bon mot? Voilà, en mon âme et conscience, voilà, de me positionner oui ou non. Donc, ça a été très intéressant aussi, parfois, les confrontations avec des commerçants, avec des collègues, avec des amis dans la famille sur nos positionnements. La liberté, la sécurité, nous avons besoin des deux. Pour certains, c'est la liberté qui est plus importante, c'est voilà, liberté, liberté. D'autres, c'est la sécurité. Nous avons des besoins différents. De regarder derrière les paroles des uns et des autres, quels sont les besoins, et de voir que liberté et sécurité ne sont pas forcément incompatibles. Mais s'il y a trop de sécurité, qu'il y a moins de liberté, ça pose problème. S'il y a trop de liberté, qu'il n'y a pas de sécurité, ça pose problème. Là, on rejoint aussi le fonctionnement des hémisphères cérébraux. Ça implique beaucoup de choses. Mais Ouais. j'attire votre attention sur le fait que si vous grandissez en énergie, en pouvoir personnel, vous allez grandir aussi en autorité spirituelle et verbale. C'est-à-dire aussi que ça vous permettra de dire plus facilement ce que vous pensez, calmement. Grâce aussi à la médecine du cœur, à nettoyer, pacifier le cœur. Parce que comment faire quand l'autre m'envoie un scud, un missile, une flèche empoisonnée, quelque chose qui vient me piquer? C'est compliqué de ne pas réagir du tac au tac. Alors que si vous nettoyez ce cœur, que vous le pacifiez, je peux recevoir une flèche empoisonnée. Si j'ai un bouclier, j'ai suffisamment pacifié que je peux me protéger. Je n'en fais pas une affaire personnelle parce qu'après tout, ce que l'autre m'envoie, ça le concerne et je ne le prends pas pour moi. Mais parce que tout simplement, ça ne me fait plus réagir, ça ne me fait plus souffrir, ça ne me fait plus mal. Donc, ça va glisser comme de l'eau sur le plume de canard. Ou alors, j'ai suffisamment de recul pour en sourire ou en rire. Je peux en plaisanter aussi. Mais ça nécessite, tiens,
Là, je viens de me prendre une petite flèche empoisonnée, mais ça ne me fait plus mal comme avant parce que j'ai suffisamment nettoyé, pacifié, guéri et que c'est cicatrisé. Tu vois l'idée, c'est très compliqué de ne pas réagir, de ne pas prendre personnellement quand ça fait mal et que ça part en partie de ping-pong. Voilà. Et ça peut mener à l'escalade verbale et à la guerre. Ouais. Tu m'as Ce que dit je trouve ça, je parle bien intéressant dans ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis au niveau de la sécurité et de la liberté, c'est qu'effectivement, les deux doivent pouvoir se conjuguer ensemble, mais que la culture dans laquelle on vit aujourd'hui va parler de ces concepts-là à un niveau groupal, à un niveau collectif, alors qu'il s'agit vraiment de regarder de très près comment ces notions-là peuvent se conjuguer aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins selon les âges de la vie, selon les niveaux de conscience, selon les milieux sociaux. au moins Vraiment, pas des c'est ramener critères. le principe de réalité, quoi, tu vois. Et donc, quelque part, d'aller essayer de convaincre des gens que je détiens la vérité, qu'il a tort de penser comme ça. Enfin, il s'agit vraiment de lâcher avec ces choses-là, parce qu'en fait, et on revient à cette histoire de tolérance dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, tout est vrai. Et c'est là où c'est important de recontextualiser pour chaque individu, de respecter que certains individus, pour eux, c'est ça qui se joue, et pour d'autres, c'est d'autres choses, et que tout a sa raison d'être, et que on peut apprendre des uns et des autres. Je vois bien comment, moi, en tous les cas, dans mon propre cheminement, le fait à un moment donné de pouvoir entendre des propos qui peuvent, à un moment donné de ma vie, venir me choquer, voire même m'arracher le cœur, ça m'a fait énormément travailler sur l'ouverture du cœur, sur la tolérance et justement sur le fait de pouvoir en faire une histoire personnelle. Tant que je me sens personnellement affectée par l'autre, je vais rentrer en guerre. Puis à un moment donné, cette guerre, elle vient juste mettre en lumière la guerre dans laquelle je suis contre moi-même, contre certaines parts de moi-même. Et quand je commence à faire la paix en moi, en fait, forcément, je suis plus en paix et dans la coopération aussi avec les autres. Oui, et ça me permet de mettre un peu de légèreté, de relativiser, hein, de ne pas tout ramener à moi. Je ne suis pas le centre du monde, ce serait le summum simon de l'égocentrisme, tout ramener à soi et progressivement d'adopter ce que les Amérindiens du Nord, je vais faire un pont avec voilà, le Nord, le chamanisme, la roue de médecine, avec la médecine. Moi, j'aime bien les animaux de pouvoir que l'on retrouve aussi chez les Toltecs. La médecine du coyote qui est capable de rire de soi, hein, d'autodérision. C'est pas si grave. C'est-à-dire l'humour. L'humour est une bonne médecine. Vous voyez, si quelqu'un vous envoie une flèche empoisonnée, là, bien venimeuse, vous pouvez faire comme les enfants, répondre par exemple, c'est celui qui le dit qu'il est. J'aime beaucoup ça. Hein. Mais pour pratiquer cet humour, il faut que ce soit relativement pacifié ici, nettoyé. C'est la médecine du cœur. C'est ce chemin de guérison qui progressivement voilà, nous permet Je voilà, crois que cet humour émerge naturellement quand on a mis du sens et de la cohérence à l'intérieur du voilà, soi. relativiser une forme de légèreté et de se rendre compte que c'est pas si grave et on arrive progressivement à ce que voilà, on est immunisé, comme dirait Miguel, au poison émotionnel en plein enfer. C'est comme si vous étiez la seule personne sobre dans une assemblée de gens ivres. Vous avez une protection, c'est-à-dire voilà, vous savez que vous êtes euh, dans une assemblée de gens ivres. Voilà. Alors après, il ne s'agit pas d'y passer sa vie non plus. Hein. C'est aussi ce que les Toltecs appellent la folie consciente, c'est-à-dire aller dans un endroit toxique et vérifier combien mon immunité est résistante et solide ou pas. Vous pouvez vous amuser à faire une incursion un samedi après-midi dans un centre commercial, par exemple, pour aller faire un achat et traverser la foule des centres commerciaux du samedi après-midi. C'est très, très déstabilisant, c'est très confrontant, c'est très spécial comme énergie. D'abord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, comme toutes les foules, voilà. Et d'y aller pour tester votre immunité. Si vous restez
dans le cœur, si vous restez joyeux, etc. Ou si très vite vous avez envie de partir en courant, de dire et que la crise de nerfs vous rattrape. C'est amener, je sais pas moi, c'est amener ses enfants euh, au McDo ou à Walt Disney pour vivre une expérience et pour eux, ils ont envie d'aller voir. Vous n'avez pas du tout envie de les accompagner, par exemple. Voilà, bon, c'est ces petits exercices. En fait, c'est vraiment cette capacité à aussi intégrer, accepter nos seuils de tolérance. C'est-à-dire que moi, je peux aller dans une grande surface, mais 15 minutes maximum. Voilà, mais c'est ça. Au-delà, voilà, moi, je ne peux pas. Et c'est intégrer et accepter et assumer totalement. Voilà, voilà, voilà. Bon, moi, c'est Si une heure, c'est si vous bon. décidez d'allumer la télévision pour regarder les infos, faites-le en conscience. Voyez dans quel état vous êtes, combien de temps vous allez consacrer à ça, qu'est-ce que ça vous fait ou pas. Voilà. Et selon notre degré de tolérance, qui est plus ou moins. Voilà. Et selon, en fait, je dirais, la guérison et l'ouverture du cœur. Voilà. Et après, c'est aussi, mais cette voie Toltec nous enseigne ça. C'est aussi respecter ses limites. Voilà. Le chamanisme nous apprend aussi la frontière. Hein, l'autre, moi, nous sommes tous semblables et proches, hein, mais nous avons tous un cœur différent, une âme différente, tous uniques et différents. Et je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Voilà. Comment? Et puis des projets de vie différents, c'est-à-dire qu'on n'est pas là Voilà. tous pour Voilà. réaliser la même chose. Voilà. Et parfois, le projet de l'un est aux antipodes de l'autre et les deux sont bien et sont magnifiques et sont même complémentaires et utiles les deux. Voilà. Et l'enseignement du cinquième accord Toltec, qui est le plus poussé des enseignements de la voie Toltec, va nous permettre aussi de nous positionner là par rapport à notre rêve de paradis personnel, comme dirait José Ruiz, qui a coécrit le fils de Miguel, le cinquième avec son père, avec qui j'ai envie de partager mon rêve à présent, avec qui j'ai envie de vivre mon rêve de paradis personnel, qui est compatible pour venir avec moi dans l'aventure. Voilà. Que ce soit le projet d'un couple, d'une famille, un projet professionnel ou d'habitat, que sais-je. Voilà, le mettre au service de son projet. C'est vraiment une voie qui nous apprend aussi à mieux nous connaître. Nous. Et donc, faire de notre vie une œuvre d'art. Et je dirais, apprendre vraiment à vivre au quotidien avec le grand amour de notre vie, quoi. Qui n'est pas notre mari, qui n'est pas notre femme, qui n'est pas Dieu, mais qui est nous, notre corps. Comme le dit Miguel dans un de ses derniers ouvrages, je crois que c'est les 3 questions, ou l'acteur, je ne sais plus lequel, parce qu'il continue à écrire, même s'il enseigne moins, qu'il est un peu en retrait, il met ses fils en avant. Voilà, celui avec qui vous allez passer toute votre vie, voilà, et votre corps, honorer votre corps, c'est le 4e. Le corps, c'est une dimension féminine, c'est un lien aussi avec la terre, avec les animaux, le côté instinctif. Et tout ce que tu as besoin de connaître se trouve dans le corps. Le chamanisme et la voie Toltec est aussi un voyage à travers notre propre corps. Et surtout, parce qu'il s'agit bien de l'incarner. La voie du sentir aussi de Tchurla que tu connais. Voilà. Mais donc du coup, on arrive là à la fin de l'émission et j'ai envie de venir te titiller encore un petit peu parce que tout à l'heure tu disais que finalement on n'était pas le centre du monde et puis au moment où tu l'as dit, j'ai tout de suite ressenti que c'était vrai et faux en même temps parce que en fait, et on termine là-dessus, c'est-à-dire que tout dépend de quoi on parle quand on parle de ça, parce qu'à un endroit, la personne la plus importante du monde, c'est soi et que quelque part on est en même temps pas le centre du monde et en même temps le centre du monde. Oui, mais ça me va très bien. C'est le paradoxe de ces enseignements de la voie Toltec. C'est le paradoxe de la vie. C'est le paradoxe de la vie, le paradoxe de vivre. Voilà, exactement. Et d'intégrer ça à l'intérieur de soi, dans la cellule, le corps, la carcasse, l'animal, et de danser avec ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Oui, oui. Et de danser avec ça, ces polarités, le tonal et le nagual, l'état de conscience ordinaire, l'état de conscience élargi, le féminin, le masculin, la lune, le soleil, ces paires dont je parlais, absolument. Voilà. Et ça, lorsque on l'intègre dans le corps en pratiquant ce chemin, en marchant ce chemin, marcher sa parole, etc.,
Il y a quelque chose qui se modifie aussi dans le sens de plus de fluidité, de souplesse, d'élégance. Ça génère du confort et de la détente aussi à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se tranquillise. Ok. Bah, écoute, Pierre-Alexandre, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je ne sais pas si on a fait le tour, mais on a dit pas mal de choses. On a dit pas mal de choses. Enfin, je dirais, voilà, en 30 minutes, forcément, on n'a pas fait le tour d'une question. Enfin, on a balancé en tous les cas des grandes lignes de réflexion. Merci pour tes questions auxquelles j'ai fait de mon mieux pour répondre. J'espère que les messages sont passés et qu'il y a eu suffisamment de petits exercices pratiques aussi proposés pour ceux qui voudraient aller plus loin, quoi. Oui, voilà. Donc, ce que je disais dans l'autre émission, c'est qu'on met toutes les coordonnées en dessous et que si vous avez envie d'en savoir plus et de prendre contact avec Pierre-Alexandre, eh bien, vous aurez tout ce qu'il faut en cliquant sous la vidéo. Merci Pierre-Alexandre. Merci Marie pour cette interview. Voilà. Merci à vous, merci de votre écoute et à tout bientôt. Bonne journée, bon été. Je cause plus crémeux, j'ai la parole impecte depuis que je respecte